Prochaine question vient de la ligne de Marielle Thériault. Veuillez procéder. Oui, bonjour. Je voulais savoir, la CA 125. Moi, je suis une personne que le deuxième était un gros cancer et je marquais seulement à 62. Pourquoi qu'on marque pas beaucoup, puis pourquoi qu'on marque souvent à 6-7 000 que j'entends, là, j'en reviens pas. OK. Alors, ça, c'est, on arrive à ce qu'on appelle la sensibilité puis la spécificité d'un biomarqueur. Alors, un biomarqueur, c'est comme une signe que la cellule fait, c'est une protéine dans ce cas-ci, que la cellule normalement, elle ne fait pas. Puis elle en fait tellement qu'on est capable de le retrouver dans le sang. Le problème avec le CA125, c'est qu'il n'est ni assez sensible spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand c'est pas assez sensible, ça veut dire qu'on va avoir des faux négatifs. En autre mot, des cancers qui sont des cancers de l'ovaire, mais pour une raison X, ils n'expriment pas beaucoup de cette protéine-là. Donc, ils sont quand même cancéreuses, mais c'est juste que cette marqueur-là, ils ne l'expriment pas. Puis à l'inverse, donc ça c'est la sensibilité par contre. Ensuite, il y a la spécificité qui veut dire, qui nous donne des faux positifs, c'est qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des hauts taux de CA125 sans avoir le cancer de l'ovaire. Okay? Le cancer de l'ovaire, ce n'est pas la seule condition qui donne du CA125. Donc le problème, c'est que chez les patientes qui n'ont pas de CA25, on n'aurait jamais pu détecter le cancer à partir de ce biomarqueur-là. Et on ne peut pas nécessairement suivre leur réponse au traitement non plus avec le CA125. Et c'est pour ça qu'on est en train de développer d'autres marqueurs, parce que ce n'est pas le seul marqueur qu'on peut utiliser. Puis on pense que probablement en faisant une combinaison de marqueurs, on va être capable de les trouver. Spécifiquement pour les cellules claires, par exemple, on sait que le CA125, il y a juste à peu près 15% des femmes qui ont un cancer de cellules claires qui vont avoir un CA125 élevé. Les autres femmes, pour raisons qu'on ne comprend pas, n'expriment pas beaucoup de CA125. Mais nous, avec des collaborateurs ici à Montréal, on a trouvé un marqueur qui fonctionne très bien dans les cellules claires et mucineuses. Au moins à petite échelle. Maintenant, il faut le valider dans une plus grande cohorte au niveau du Canada, puis c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais donc, la stratégie, ça serait de prendre cette autre protéine-là et le CA125, puis de l'utiliser comme des tests, puis comme ça, on ne manquerait pas ces gens-là dans notre test. Puis éventuellement, si on a une bonne combinaison de plusieurs marqueurs, on pourra commencer peut-être penser un jour au dépistage précoce dans le cancer de l'ovaire. C'est merveilleux, mais au moins, moi, j'ai beaucoup de symptômes. C'est toujours ça. Et par l'urine, à ce moment-là, c'est une autre protéine également? Bien, par l'urine, ça revient plus au métabolome. C'est la façon qu'une cellule cancéreuse utilise de l'énergie dans le corps est différente. Et donc, les produits qui vont se retrouver dans l'urine, mais aussi le concept, va être différent chez les patients qui ont un cancer que chez ceux qui n'ont pas un cancer. Fait que ça ne sera peut-être pas un test spécifique pour le cancer de l'ovaire, mais ça serait comme un test d'urine qui dirait « Ah, il faut faire des investigations parce que les produits qu'on trouve dans l'urine suggèrent la présence d'un cancer. » Mais ça, c'est très, très loin de la clinique encore aujourd'hui. Mais il y a des premières données de recherche fondamentale qui semblent tendre vers ça en disant oui, on pourrait peut-être utiliser pas des protéines, mais des métabolites dans l'urine pour faire un dépistage. Et moi, en seconde ligne, au deuxième traitement, c'était une autre série de 6 Taxol carboplatin. J'ai développé l'allergie. Alors, j'ai dû le recevoir Taxol une journée, carbo l'autre journée en désensibilisation. Est-ce que normalement, s'il y a un cancer qui revient, est-ce qu'on va encore l'utiliser d'après vous? Moi, je pourrais pas, comme j'ai dit, je ne vais pas commenter sur des cas spécifiques parce que c'est votre équipe qui vous a pris en charge. Ils sont vraiment les spécialistes dans le domaine.
seule chose que je peux vous dire, c'est que maintenant, au niveau du cancer de l'ovaire, on a quand même d'autres options. Et probablement, ce qu'on voit dans le cancer de l'ovaire, quand il y a une récidive, puis ça c'est différent peut-être des autres cancers, c'est qu'on n'a pas toujours des récidives, des cancers qui deviennent chimio-résistants. Je vous explique. Souvent, on traite quelqu'un avec un produit en particulier, puis quand le cancer revient, il ne répond plus à cette thérapie-là. En cancer de l'ovaire, on trouve que qu'est-ce qu'on utilise en première ligne fonctionne encore chez plusieurs femmes en deuxième ligne. Ça, c'est bon pour nous parce que ça nous laisse garder nos autres armes pour plus tard lorsqu'il y a une chimio-résistance qui se développe. Donc, on peut étirer notre inventaire d'outils pour la prise en charge. Je vous remercie énormément. La prochaine question vient de la ligne de Monique Raymond. Veuillez procéder. Bonjour. Bonjour. Bon, moi, j'ai juste une petite question à vous poser. Il y avait une étude canadienne sur le rôle des facteurs génétiques et modifiables, là, puis ils ont donné comme exemple la vitamine D. Ça veut-tu dire, mettons, quelqu'un qui en prend ou qu'il agisse sur les cellules directement? Est-ce que c'est dangereux de prendre la vitamine D? C'est mieux d'en prendre ou de ne pas en prendre? C'est une étude qui fait ça ou? Ben, c'est une étude qui essaie de voir, donc c'est une première étude, parce que vous savez, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens font certaines observations, souvent sur un petit nombre de personnes, par exemple, la vitamine E puis le sélénium dans le cancer de la prostate. Puis tout à coup, tout le monde dit, ben on a besoin d'en prendre, ça va guérir notre cancer, ça va prévenir notre cancer si on en prend. Donc, une petite étude avait suggéré ça. Ils ont fait une énorme étude aux États-Unis, 35 000 hommes. Ils l'ont arrêté en cours parce qu'ils ont réalisé que essentiellement, ça n'aidait pas. Puis même, ils le mettaient à risque peut-être pour le cancer, mais ils le mettaient à risque pour d'autres maladies cardiovasculaires. Donc, c'est dangereux de rapidement tirer des conclusions de petites études ou donc une saine alimentation, de l'exercice, c'est quelque chose qu'on peut encourager à tout le monde. Mais les recherches du Dr Kushik vont essayer d'adresser la question sur un plus grand nombre de femmes. Est-ce que leurs expositions au soleil, la prise de vitamines, d'autres, je veux dire, les questionnaires sont très extensifs. C'est pour essayer de trouver des premières pistes pour voir est-ce que ces facteurs-là ont, oui ou non, un rôle à jouer dans le développement. Lorsque cette première étude de cas contrôle sera finie, on pourra regarder, je pense qu'elle regarde une trentaine de variables. Je vous ai juste nommé la vitamine D, là. Oui. Mais elle va regarder toutes ces variables-là, puis elle va dire, je peux éliminer au moins 28, 29 ou peut-être les 30 au complet parce que je vois aucun lien entre les patients qui n'ont pas développé le cancer puis ceux qui ont développé. Si elle voit une tendance statistique qui suggère que, c'est des femmes qui avaient eu moins de soleil, moins de vitamine D dans leur alimentation, buvaient moins de lait, quelque chose, là, on pourrait peut-être passer à la prochaine phase de faire une plus grande étude randomisée. Mais il faut avoir des études qui sont longues? C'est des études qui sont de longue haleine. Puis je peux vous dire que présentement au Canada, il y a quelque chose qui s'appelle le Tomorrow Project, le projet de demain, où Carthagène fait partie de ça. Essentiellement, c'est de suivre 250 000 personnes qui sont présentement en santé. Ben, on dit santé, je veux dire, c'est relatif, mais qui ont pas de cancer ou de grandes maladies héréditaires. Et d'essayer, ils font des questionnaires, ils gardent du matériel biologique, du sang de ces personnes-là, de l'ADN, puis ils vont les suivre pendant 20 ans. OK, oui. J'avais vu un reportage là-dessus, moi. Oui. C'est une grosse étude qui va durer longtemps. Là. Ça va durer longtemps, puis c'est grâce à d'autres études de ce même genre qu'il y a eu en Europe, puis maintenant qu'on a tu sais, qu'on sait on a nos conclusions d'aujourd'hui, par exemple, la prise d'hormones, est-ce que ça nous aide ou non? Ça, c'était le Nurses Study aux États-Unis, mais ça a pris 20-30 ans, tu sais, à avoir cette réponse-là. Puis la réponse est quand même assez vague encore. C'est le problème, parce que quand on fait des études sur ces grandes périodes-là, c'est que qu'est-ce qu'on faisait il y a 20 ans passés, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Fait que c'est toujours difficile d'extrapoler aussi dans le temps.
Fait que, quand l'effet est majeur, par exemple, pour l'asbestose, pour le tabac, je veux dire, même si l'intervalle est de 15-20 ans, on va le voir, aucun problème. OK. Quand ça a un gros impact, soyez sûr, on va le voir. C'est quand l'impact est vraiment subtil. OK? Puis, si on regarde différentes statistiques, il y a des gens qui croient que l'environnement, l'impact sur le développement du cancer, ça a un impact d'à peu près 1%. Donc, le tabagisme a de loin le plus grand impact sur le cancer. Ensuite, c'est des infections, l'inflammation, l'obésité, la radiation, toutes des choses, d'autres choses que finalement l'environnement, elle arrive dans les dernières causes qui nous affectent. Donc, c'est pas que c'est pas important, mais il y a d'autres grands facteurs qui sont importants. Ils sont déjà connus. Oui. Bon, bien, merci. J'aimerais remercier l'auditoire pour ses questions. J'aimerais aussi remercier Dr. Messmasson. Si vous voulez réécouter la présentation ou la faire écouter à vos amis ou collègues, elle sera disponible la semaine prochaine sur YouTube. La prochaine période de questions sera le 16 mars à midi sur la pièce de théâtre « Comme des poissons hors de l'eau » qui parle des hommes qui s'occupent de femmes atteintes du cancer avec Catherine Thuot, qui est travailleuse sociale au service de gynécologie oncologique du CHUM à Montréal. Vous pouvez écouter la pièce de théâtre sur notre page YouTube. Nous vous enverrons une évaluation. Veuillez la compléter et nous la retourner le plus tôt possible. Vos commentaires sont importants pour nous. Bon après-midi à toutes.